Bienvenue petit poulpe argenté. Tu es à bord de l'Octopus et moi c'est Marine, créatrice de ce podcast et exploratrice de l'harmonie dans cette drôle de vie. Passionnée par l'humain, j'aime réfléchir, agir et faire des liens pour son bien-être et celui de la planète. Je t'embarque avec mon équipage pour découvrir les profondeurs de ton corps, de ton cœur et de ton esprit. Ensemble, nous allons naviguer à travers des médecines, des thérapies et des sujets engagés pour une santé holistique. Et pour en savoir plus, je t'invite à écouter la toute première chronique. Alors c'est parti, mettons les voiles pour devenir acteurs de notre bonheur. Ah, et dernier message avant de prendre le large. The Octopus a besoin de tes tentacules pour continuer son voyage. Alors si tu apprécies ce podcast, merci de le suivre sur les réseaux sociaux, de t'abonner sur ta plateforme préférée, mais aussi d'offrir des étoiles ou des commentaires sur Apple Podcast. Belle et douce traversée. Aujourd'hui, je reçois Lucie Joao qui nous présente l'Ayurveda. L'Ayurveda est une médecine traditionnelle qui nous vient de l'Inde et qui s'est adaptée au fil du temps à notre vie en Occident. Considérée comme la médecine holistique la plus ancienne du monde, elle questionne notre équilibre et donc notre santé de manière profonde. Lors de cette interview, Lucie nous explique l'importance de nos capacités digestives et va bien au-delà des fameux doshas pour nous faire part de sa vision de l'Ayurveda. Enfin, si je devais retenir un message de cet échange, c'est que pour reprendre le pouvoir sur notre santé, il est important de mieux se comprendre. Car plus on l'externalise, moins on la maîtrise. Bonjour Lucie. Bonjour Marine. Comment tu vas ? Très bien, merci. Et toi ? Ça va très bien, je te remercie. Et puis merci surtout d'être là pour cette interview sur l'Ayurveda. Merci à toi, je suis ravie de participer à ton podcast que j'aime beaucoup et de parler d'Ayurveda avec toi. Bon, super. Est-ce que pour commencer cette interview, tu peux te présenter en quelques mots ? Qu'est-ce que tu fais ? D'où tu viens ? Et nous présenter peut-être un petit peu ton parcours aussi. Alors, je suis Lucie Joao, je suis praticienne en Ayurveda au Pays Basque. À la base, je suis lyonnaise, puis j'ai voyagé et quand j'ai décidé de rentrer en France, je me suis installée au Pays Basque et je suis ravie de ce choix. Mon parcours qui m'a menée à la pratique de l'Ayurveda a été assez long et progressif. J'ai pas eu un déclic comme souvent on me demande quand est-ce que tu as eu le déclic, de savoir quelle était ta voie ou quoi. J'ai pas eu de déclic, ça s'est déroulé très progressivement en fait. J'ai toujours été passionnée par les religions et les philosophies antiques. Il y a eu un moment vers 30 ans en fait, j'ai décidé de me dédier à ça. J'ai quitté Paris, quitté mon travail et j'ai passé beaucoup de temps à étudier les traditions. Et de fil en aiguille, ça m'a menée par la pratique du yoga à l'Ayurveda. Ok. Et donc ces pratiques-là, c'est quelque chose que tu as fait en France ou tu as fait ça à l'étranger ? Beaucoup à l'étranger, donc évidemment en France j'avais commencé la pratique du yoga et en fait ensuite au Portugal quand je vivais au Portugal en fait j'avais une prof de yoga qui m'a vraiment accompagnée dans l'approfondissement du yoga et en même temps j'avais commencé un petit peu là-bas à me former au massage ayurvédique. Je commençais à avoir un peu mon introduction à l'Ayurveda. Ensuite, je suis partie au Canada vivre dans un ashram pendant un an. Un ashram dans lequel il y avait une école d'Ayurveda et donc j'ai suivi mes premiers cours là-bas. Puis je suis rentrée en France, j'ai fait une école de praticien d'Ayurveda. Ensuite, je suis allée aux États-Unis avec Vasandlad, le très célèbre Vasandlad. Et maintenant, j'étudie en ligne avec un professeur brésilien. Et à partir de janvier, je vais être mentorée par Vaidya Narendradas, un grand professeur qui est à Grenoble. Donc oui, en France et beaucoup à l'étranger aussi. D'accord, ouais, beaucoup de mouvements et une vision très globale de l'Ayurveda avec tous ces pays que tu as pu explorer. Ouais, alors vous remarquerez peut-être qu'il manque l'Inde dans les pays. C'est assez paradoxal. Souvent les gens qui pratiquent l'Ayurveda ou le yoga vont se former en Inde et moi ma formation elle est pas du tout indienne. Je suis déjà allée en Inde et en fait j'ai pas spécialement accroché. Mais je pense que c'est aussi ce qui fait ma particularité
Une de mes particularités aujourd'hui dans l'Ayurveda en France, c'est que ma pratique, elle est très adaptée à notre mode de vie occidental et elle est détachée de la culture indienne. Bien sûr que c'est une tradition qui vient de l'Inde, mais c'est un petit peu comme aujourd'hui, pour étudier la philosophie, on n'a pas besoin d'aller en Grèce. Vous voyez. Voilà, donc c'est exactement la même idée. Mais ça, d'ailleurs, tu le dis très bien dans ton livre que l'Ayurveda, ce n'est pas que quelque chose qui s'applique à l'Inde, mais qui peut être très aussi applicable localement. Et avant de continuer sur tout ça, je voulais te demander aussi de définir peut-être un petit peu l'Ayurveda. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et comment toi tu le pratiques aujourd'hui? Oui, alors en fait, l'Ayurveda, c'est une connaissance du vivant. Littéralement, Ayurveda, ça veut dire connaissance du vivant. Donc c'est avant tout une biologie en fait. C'est un prisme de compréhension de la vie dans sa globalité, que ce soit l'humain ou la nature, surtout parce qu'en fait on considère qu'il n'y a pas de séparation entre l'humain et la nature, mais de cette connaissance du vivant, de cette biologie, il y a une médecine qui en est issue. Donc l'Ayurveda, c'est pas une médecine, c'est plutôt une biologie, mais il y a une médecine ayurvédique. Et l'objectif de cette médecine ayurvédique, c'est d'allonger le confort de vie, d'allonger en fait le temps de vie, mais le temps de vie confortable. Aujourd'hui, la médecine moderne nous permet de vivre plus longtemps, mais on passe aussi beaucoup plus de temps à l'hôpital. En moyenne, un humain passe 13 ans de sa vie à l'hôpital. L'objectif de l'Ayurveda, c'est vraiment la longévité, mais confortable, pour pouvoir s'adonner aux pratiques d'élévation. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une dimension d'élévation spirituelle qui est prise en compte, qui n'est pas le projet propre de l'Ayurveda. L'Ayurveda, c'est un moyen de nous donner les conditions pour se consacrer à l'élévation spirituelle. D'accord. Et donc, d'un côté plus pratique, plus terre à terre, ça c'est vraiment l'objectif global de l'Ayurveda. Mais au niveau de la médecine ayurvédique, c'est une approche qui est systémique. Donc, on va considérer en fait l'individu dans sa globalité. Quand on va traiter un trouble chez une personne, alors c'est une médecine préventive, hein, on voit beaucoup de personnes qui n'ont pas de trouble, mais s'il y a un trouble, on va pas aller simplement, par exemple, s'il y a un problème dans l'estomac, on va pas aller traiter l'estomac. On va essayer de comprendre ce qui se passe chez la personne dans sa globalité, donc que ce soit au niveau de sa digestion, de ses émotions, de son sommeil, de son activité, etc. Donc l'approche, elle est vraiment systémique, holistique. Et toi, du coup, comment tu la pratiques? Ça va être principalement via des conseils en nutrition ou il y a d'autres choses? Alors, on commence très souvent par la nutrition parce qu'en fait, la santé digestive est la base de notre santé globale. Si on a une bonne santé digestive, si on a un bon feu digestif, on va aussi avoir plus de clarté dans le mental, on va avoir de l'énergie, on va avoir un meilleur sommeil, etc. Donc vraiment, la base, c'est de s'assurer qu'au niveau de la digestion, tout se passe bien. Donc c'est vrai qu'on commence souvent par la nutrition. Il y a 3 grands piliers dans la santé en Ayurveda qui sont la nutrition, le sommeil et l'intériorité. Donc, on va commencer par le premier pour s'assurer que le physique fonctionne vraiment très bien. Donc, on va vérifier l'alimentation, on va vérifier le sommeil et trouver du coup des pistes d'optimisation s'il y a un petit peu d'insomnie ou de troubles du sommeil. Une fois que ça c'est réglé, on va pouvoir se dédier à la pratique de l'intériorité et retrouver la paix intérieure. D'accord, ok. Et c'est d'ailleurs, je reviens sur ces capacités digestives dont tu parles. Donc tu as écrit un livre, on va en parler peut-être un peu plus tout à l'heure, qui s'appelle Équilibrer sa digestion grâce à l'Ayurveda. Et dans celui-là, tu dis que vraiment cette capacité digestive, c'est quelque chose qui différencie un petit peu l'Ayurveda de peut-être donc les médecines modernes, c'est sûr, mais aussi peut-être de la médecine hippocratique, donc tout ce qui est naturopathie en France, c'est ça? Il y a quand même une différence, je pense, entre la médecine hippocratique et la naturopathie. Et la naturopathie, ça dépend vraiment du naturopathe, en réalité, comme l'Ayurveda, Okay. comme tout, en fait. Mais oui, il y a une distinction, enfin, il y a une particularité dans l'Ayurveda qui est la capacité digestive. On tient plus compte de la manière dont la personne digère que de ce qu'elle mange, en réalité. Ce qui est le plus important, en fait, c'est pas le nombre de nutriments que j'ingère, mais ce que ma capacité à les absorber.
Et là, ça passe par l'alimentation, mais aussi par la gestion du stress, par exemple, ce qu'on va beaucoup voir dans les maladies, syndrome du côlon irritable, maladie de Crohn, ce genre de choses-là. Et en fait, ce vraiment sur quoi on va focaliser notre attention, c'est la capacité digestive de la personne, plus que la valeur des nutriments, même si c'est important aussi. Le livre, je l'ai coécrit avec Marie-France Paré, qui est naturopathe. Donc en fait, j'ai écrit la partie théorique et Marie-France Paré, qui est naturopathe et chef, a écrit des recettes. Le livre, il est en 2 parties. Donc il y a vraiment la question de la valeur nutritive des aliments qui est importante, le prana des aliments. Mais si on a une capacité digestive faible, on aura beau manger les meilleurs aliments du monde, on va pas les absorber, ils vont pas faire partie de nous, on va les rejeter. En revanche, si on a une bonne capacité digestive et qu'on mange pas très bien, on peut être en bonne santé. On le voit tous les jours en fait. On voit des personnes qui ont vraiment une hygiène de vie pas terrible et qui sont en bonne santé, et des personnes qui ont une très bonne hygiène de vie théoriquement et qui sont un peu faibles. Donc c'est aussi une question de constitution, mais c'est souvent parce qu'en fait cette théoriquement bonne hygiène de vie, elle n'est pas adaptée à la personne, elle n'est pas adaptée à sa capacité digestive, elle n'est pas adaptée à sa constitution. Et tout le principe de l'Ayurveda, en fait, c'est de comprendre la personne. Surtout, l'idéal, c'est qu'elle se comprenne elle-même, qu'elle sache comment elle fonctionne, comment son corps fonctionne, comment ses émotions fonctionnent, et que de là, on trouve les outils pour cette personne pour qu'elle optimise sa santé. Et du coup, la théorie digestive de l'Ayurveda, elle est destinée à la compréhension de sa propre digestion, plutôt que de dire il faut manger comme ci, comme ça. Non, c'est pas ça en fait. Il faut comprendre comment toi tu digères, et en fonction de comment toi tu digères, voilà ce que tu pourrais faire et observe-toi. Et ça me fait d'ailleurs, cette compréhension-là me fait rebondir sur une phrase que j'aime beaucoup dans ton livre. Tu cites, alors je me souviens plus du nom, tu dis qu'il faut comprendre pour être en bonne santé, tout ce que nous effectuons nous-mêmes pour notre santé est plus efficace sur le long terme que ce que les autres font pour nous. Ouais, je pense que c'est David Froley qui dit ça. On a tendance aujourd'hui à externaliser notre santé. C'est-à-dire que dès qu'on va pas bien, on va voir un médecin ou un thérapeute. Et on lui dit, voilà, j'ai ça, donne-moi une solution. On externalise en fait la prise en charge de notre santé. Ce que nous enseigne l'Ayurveda, c'est qu'en fait, personne ne peut mieux nous connaître que nous-mêmes. Et que grâce à la connaissance du vivant, grâce à l'observation du vivant, à l'extérieur, à l'intérieur de nous, on peut arriver en fait à être son propre thérapeute, à comprendre comment retrouver l'équilibre en permanence. Clairement, si à chaque fois que j'ai un déséquilibre, je vais chez le thérapeute, non seulement ça va me coûter cher, mais surtout il faut avoir une grande confiance dans son thérapeute, et le thérapeute n'est pas très bon si tu as toujours un petit déséquilibre en réalité. En médecine traditionnelle, on préfère que la personne arrive à maintenir son équilibre par elle-même, et attention, hein, c'est pas toujours simple, et bien sûr que des fois il va y avoir un gros déséquilibre, et là ça nécessite un thérapeute. Mais au quotidien, pour la gestion d'une maladie, d'une douleur chronique par exemple, vraiment en Ayurveda, ce qu'on va faire, c'est de comprendre le patient, essayer de lui faire comprendre et de lui faire observer, voilà, quand est-ce que ta douleur elle apparaît, qu'est-ce qui va l'aggraver, qu'est-ce qui va l'apaiser. Et en comprenant en fait les attributs de ce qui l'aggrave ou de ce qui l'apaise, les attributs ce serait par exemple, est-ce que c'est le froid, est-ce que c'est le chaud, est-ce que c'est le sec ou l'humidité. Et en fait, c'est du bon sens, hein. C'est des choses que en général les personnes savent, mais on a tellement pris l'habitude d'externaliser la question de notre santé que on n'a pas confiance dans notre ressenti. Et là, du coup, tout le travail de l'Ayurveda, il est de remontrer à la personne qu'elle connaît ce qui lui convient, ce qui ne lui convient pas, qu'elle se fasse confiance, et par la connaissance et l'exploration du vivant, avoir un prisme d'analyse. Ok, donc toi, vraiment, en tant que thérapeute, tu vas aider la personne à mieux se comprendre et à devenir vraiment plus autonome pour savoir ce qui est bon ou non pour sa santé. Ouais, c'est clairement mon objectif. C'est pourquoi j'ai écrit un livre, c'est pourquoi je fais des formations en ligne. C'est que l'objectif, il est que la personne, elle devienne autonome dans la gestion de sa santé, et qu'elle puisse par elle-même vraiment trouver un véritable équilibre. Mais c'est pas personnel, hein. On m'a enseigné comme ça. Hier,
j'avais un cours avec mon professeur brésilien, là justement celui avec qui j'ai des cours en ligne, et il m'a fait beaucoup rire parce qu'il disait les personnes vont, quand elles s'intéressent à l'Ayurveda, les personnes vont faire un test du dosha. Tu sais, les doshas, c'est Vata, Pitta et Kapha. Et souvent, les personnes ont envie de savoir est-ce que t'es Vata, est-ce que t'es Pitta, est-ce que t'es Kapha. Et il disait, en fait, les personnes, elles vont faire le test du dosha pour savoir quelles princesses de Disney elles sont. Ça fait beaucoup rire. Et en fait, c'est exactement ça. On a besoin, en fait, de se connaître. Mais du coup, pour se connaître, on va aller faire un test sur Internet. Et en fait, la mission du praticien en Ayurveda, c'est tout l'inverse. En fait, c'est de te dire, regarde, en fait, tu te connais si tu regardes à l'intérieur de toi. Ok. Et pourquoi les gens en général viennent te consulter? Quels sont souvent les patients que tu reçois? Enfin, je ne sais pas si on dit patient, c'est peut-être plus client, mais pour quel type de trouble ou pour quel type de questions en général on vient te voir? Ouais, c'est très très large, surtout parce que moi je mets l'accent sur la philosophie de l'Ayurveda. Donc je vais avoir à la fois des consultations en médecine entre guillemets parce que je suis pas du tout médecin, ou en philosophie entre guillemets aussi parce que je suis pas philosophe non plus. Mais du coup les motifs de consultation sont très larges. Ça va du trouble digestif au trouble émotionnel. Parfois on va explorer la question du sens. Parfois, ça va être pour une douleur chronique. Si je dois donner une majorité, je dirais peut-être les troubles digestifs, parce qu'on sait qu'en Ayurveda, c'est très efficace de traiter des troubles digestifs. Et surtout, c'est beaucoup plus rapide que de traiter la question du sens de la vie, etc. Mais du coup, c'est assez large, troubles digestifs, troubles du sommeil ou des questions plus psychologiques. Ouais. Et je voulais aussi te poser comme question, est-ce que l'Ayurveda, c'est une pratique qui est certifiée? Si demain, quelqu'un doit consulter un thérapeute en Ayurveda, quels conseils tu donnes pour trouver un thérapeute qui est, entre guillemets, recommandable? La manière dont tu poses la question apporte déjà un petit peu de réponse. C'est ça, c'est pas légiféré l'Ayurveda en France aujourd'hui. Et du coup, tout le monde peut se dire praticien en Ayurveda. De mon point de vue, c'est dommage, voire dangereux. Les formations sont très... on peut faire 6 mois sur Internet ou 3 ans avec un professeur. Et voilà, les types de formations sont très aléatoires. Et souvent, la confiance du praticien est plus forte quand il a fait moins d'études. Et ça, par exemple, ça peut être un indicateur. Mais surtout, en fait, pour comment trouver un bon praticien, je pense qu'il faut se poser la question de quel est mon objectif. Si votre objectif, c'est de traiter une maladie grave, il faut aller voir un médecin ayurvédique, un Vaidya, ça s'appelle. Et il n'y en a pas beaucoup en France, ils sont peut-être 4 ou 5. Mais si vous avez une maladie grave, il faut aller voir un Vaidya. En revanche, si c'est pour un accompagnement où vous avez besoin de plus de temps, plus d'écoute, vous cherchez pas une solution immédiate à un problème grave, mais que vous avez besoin, justement, vous avez une maladie plus chronique ou que vous cherchez à optimiser votre forme, votre santé, vos émotions, dans ce cas-là, il faut choisir le praticien avec lequel vous avez le plus d'affinité. Donc du coup, regardez un petit peu la manière dont il communique ou par le bouche à oreille. Là, ça va être plus au feeling. Pour savoir s'il a fait de bonnes études, le fait que ce soit pas totalement en ligne, je pense que c'est un bon indicateur. Et le plus long, le mieux. Je donne un exemple, mais là, ça fait 6 ans maintenant que j'étudie l'Ayurveda et je viens de m'engager sur un mentorat de 4 ans avec un médecin ayurvédique. Et je traite toujours pas les gens malades. Les gens qui ont des cancers, les gens qui ont des diabètes, etc. Je ne les prends pas, je les envoie voir un médecin ayurvédique. Donc, si quelqu'un qui n'est pas médecin ayurvédique vous propose de le traiter, faites attention quand même. Tu renvoies aussi, j'imagine, parfois vers... je sais pas, est-ce que ça t'est déjà arrivé de renvoyer aussi des gens vers une médecine moderne, une médecine générale, parce que j'imagine que l'Ayurveda a aussi peut-être ses limites dans certains cas? Oui, alors quand il y a urgence, il faut toujours aller vers la médecine moderne. Et en parallèle, on va être accompagné en médecine complémentaire, même si c'est pas très joli de dire complémentaire parce que l'Ayurveda c'est une médecine globale, mais quand il y a urgence, on va en médecine moderne
et en parallèle, on se fait accompagner par un médecin ayurvédique. Les deux ensemble, c'est l'idéal. C'est encore l'idée que ça ne s'oppose pas, mais que ça puisse se compléter. Oui, il y a beaucoup de vertus dans la médecine moderne, ne serait-ce que la précision des examens. Ça, c'est génial pour poser un diagnostic clair, etc. Après, ce qu'on peut remettre en question dans la médecine moderne, c'est plus la pratique de la personne. Mais du coup, comme je viens de le dire en Ayurveda, en fait, tous les médecins ne se valent pas et tous les thérapeutes ne se valent pas. Et c'est vrai que dans la médecine allopathique, on voit beaucoup de médecins qui sont pressés et qui vont pas considérer le patient dans sa globalité, et surtout pas dans une approche systémique, mais certains le font. Pour finir cette interview, Lucie, je cite une phrase de ton livre aussi, où tu dis « Tu n'es pas une goutte dans l'océan, tu es l'océan dans une goutte », pour expliquer la perméabilité de l'humain à son environnement. Quel lien tu fais entre le bien-être de l'humain, de sa société et de sa planète ? Merci beaucoup de finir comme ça avec une citation de Rumi. Peut-on faire mieux ? Magnifique. Donc là, c'est une citation de Rumi, mais en Ayurveda, c'est totalement l'idée d'être pas séparé du tout. Et non seulement on n'est pas séparé du tout, mais on est aussi le tout. L'humain est perméable. On sait que on est majoritairement constitué de vide, c'est-à-dire que on sait qu'on est traversé par exemple par l'air. On inspire, on expire, l'air entre, l'air sort, la nourriture entre, la nourriture sort, les informations entrent, elles sont transformées, elles sortent. On est totalement poreux. Et en fait, notre environnement, ce qui est à l'extérieur de nous, fait partie de notre corps d'un point de vue ayurvédique. Donc quand je prends soin de ma santé individuelle, je prends soin aussi de la santé globale, puisque je fais partie du tout. Mais de la même manière, quand le global est en meilleure santé, moi, je vais en bénéficier puisque j'absorbe ce tout. Et vraiment, la question de la santé individuelle et de la santé globale, elle n'est pas séparée en Ayurveda. Il est impossible d'être en bonne santé si mon environnement ne l'est pas. Et il est impossible que mon environnement soit en bonne santé si moi je ne le suis pas. On est ensemble. Je crois qu'on peut conclure sur ces mots qui sont très parlants pour ce qu'on vit aujourd'hui, en plus, je pense. Exactement. Est-ce que tu as autre chose à dire pour conclure cette interview ? Merci beaucoup de me donner l'occasion d'exprimer tout ça, parce que c'est important pour moi et j'espère que c'est important pour plus de gens. Et merci. Merci à toi, Lucie, d'avoir pris ce temps. Et puis, je redonne la référence de ton livre qui s'appelle « Équilibrer sa digestion grâce à l'Ayurveda ». Merci, Lucie. À très vite. Merci. Et c'est ici que nous faisons escale. Retrouve le résumé et les intervenants de cet épisode, ainsi que quelques références pour aller plus loin, sur le compte Instagram ou sur le site internet The Octopush. Si tu as aimé l'extrait musical de ce générique, je t'invite à écouter l'artiste Brioche qui prend soin d'apporter douceur et poésie à tes petites ouïes. Et enfin, sache que le montage et l'univers sonore de ce podcast sont en grande partie réalisés par Sophie Lavoyère, créatrice de lumière. À bientôt.